panel sur la cybersécurité, facteur indispensable pour une transformation numérique durable et efficace. Bonjour à tous, je suis Gaëtan Soltès, directeur général de la société Silicon Connect. Bonjour, je suis M. Marc Sakala, je suis directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Comme le dit son nom, c'est l'Agence de régulation. Nous régulons le secteur des postes et celui des communications électroniques. Bonjour, je suis Véran Manco, comme a été fondateur de Vox Media, mais je pense que je suis ici parce que je suis aussi président de la Fondation Bancoeur qui s'occupe de la promotion du numérique. Bonjour, je suis Fulgence Fumwangani. J'ai deux casquettes, donc gestionnaire des ressources numériques auprès de l'opérateur public de télécommunications, donc Société congolaise des postes et télécommunications. Et je suis aussi également le conseiller du ministre des Affaires foncières en charge de la numérisation du cadastre. Et comme vous le savez, le sujet devrait aborder la question sur les facteurs indispensables pour une transformation numérique durable et efficace. Alors la question qui nous vient à l'esprit, ça va être orienté vers M. Marc Sakala, c'est sur les infrastructures critiques et leur lien direct avec la cybersécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre thème, c'est bien la transformation numérique, et qui dit transformation n'aborde pas seulement un aspect de changement. Transformation, c'est nous partons d'un point A vers un point B, et en bien de cas avec un non-retour. Concernant cette transformation numérique, nous avons beaucoup d'aspects, parce que lorsque nous épousons cette transformation numérique, nous épousons aussi la capacité à gagner dans ce secteur, la rapidité, la fiabilité des données, mais nous épousons aussi les risques qui vont avec, les risques de sécurité, les risques liés à ce monde cybernétique, et l'Internet et les réseaux. Alors les secteurs les plus touchés, pour revenir sur la question, sont aussi ceux dans lesquels nous avons l'aspiration de voir une évolution numérique. Il y a l'énergie, qui est un secteur qui peut être très touché au niveau du numérique. Il y a l'approvisionnement et la distribution de l'eau, qui sont aussi des secteurs très sensibles. Il y a la santé. Il y a les transports. Dans nos pays, nous ne sommes pas encore face à ces marchés. Il y a les infrastructures du numérique, et il y a les marchés financiers et les marchés bancaires, qui sont en gros les 7 segments, les 7 marchés très sensibles qui peuvent être source d'aspiration, de hacking ou d'attaque au niveau de la cybersécurité. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Vous avez aujourd'hui en charge une structure qui est vouée à une forte croissance. Et je crois, en voyant vos speeches, vous avez beaucoup d'ambition de développement. Mais est-ce que dans votre ambition de croissance et de développement, les questions liées à la sécurité, c'est du design, c'est déjà intégré by design? Merci pour cette bonne question. Donc c'est vrai que la sécurité, c'est quelque chose qui se conçoit au début. L'un des panélistes l'a dit hier, c'est pas une fois qu'on a fait l'accident de moto qu'on cherche le casque, c'est avant qu'il faut le porter. C'est pareil en ce qui concerne les infrastructures. Il faut que les méthodes, les outils, le cadre soient en place dès le départ. C'est-à-dire que par exemple, pour l'infrastructure de fibre optique que nous sommes, nous prenons la sécurité physique de l'infrastructure à cœur, à savoir quels sont les accès, comment les réglementer, comment protéger le réseau de toute attaque. C'est la première barrière déjà à l'entrée en ce qui concerne le crime, j'ai envie de dire, ordinaire. Ensuite, maintenant, pour parler cyber, c'est exactement la même chose. Et comme nous l'a rappelé le panel précédent, il s'agit d'une démarche à faire effectivement en amont et à mettre en place lors de la création du service.
Merci beaucoup, Monsieur Véron Mancou, promoteur média et promoteur de Bantou Hub. On aurait tendance à parler un peu de médias numériques parce que quand on regarde toutes les questions liées à la transformation, à la donnée, il faut bien des gens qui arrivent à faire de la production de données. Mais est-ce que il y a des risques? Est-ce que vous sentez que dans votre entreprise, dans ce que vous faites au quotidien, les questions de sécurité, c'est une forme d'épine qui ralentit la croissance de votre développement? Je disais que dans tout ce qui concerne le numérique, on ne peut pas écarter le côté sécuritaire et les médias aussi, on va dire, font partie de cette donne-là. Je vais commencer par illustrer, je pense, un exemple que tous je connais, sauf si on l'a oublié. Il y a quelques années, la chaîne TV5 avait connu une rupture. La chaîne TV5. Donc, sur tous ces signaux, partout dans le monde, il y avait connu une rupture. Pourquoi? Parce qu'un soir, ces serveurs ont été attaqués. Ouais, c'est ça la difficulté. Quand on essaie de connecter à un ordinateur, il y a toujours quelqu'un qui est capable d'y avoir accès. Et dans le cas d'un média comme TV5, ils étaient obligés de couper carrément toute la chaîne pour éviter que les hackers qui avaient pris possession de leur serveur puissent par exemple faire sortir une publication. On imagine si par exemple un bon matin on découvre sur TV5 que la Chine a décidé d'attaquer les États-Unis, cette information peut créer une tension. Tout comme si sur Vox un bon matin vous retrouvez une information qui dit que par exemple une grande personnalité venait de mourir alors que c'était faux, ça créerait beaucoup de troubles. Donc les médias ont un rôle important parce qu'aujourd'hui, ce que disent les médias, quand ce sont les médias de référence, généralement, c'est une parole d'évangile. Toutes nos informations, on doit faire d'abord avant d'analyser. Et il est important pour un média de pouvoir sécuriser son infrastructure pour que personne passe derrière pour l'utiliser à d'autres fins. Et le cas de TV5, c'était une bêtise, pour la plus simple raison que ceux qui ont hacké cela, ils avaient eu à zoomer sur une émission de TV5, parce qu'il y avait une émission de TV5, c'est une parenthèse, une émission de TV5 où on filmait l'intérieur des studios, et les gens qui avaient mis le mot de passe sur le serveur sur un post-it. Donc la caméra avait filmé en balayant, mais tout le monde n'avait pas remarqué, mais des gens ont zoomé, ont eu le mot de passe sans entrer dans le système et ils se sont servis. Et dans notre cadre, nous pensons que nous ne pouvons pas avoir accès à cela parce que notre infrastructure n'est pas connectée. Elle n'est fermée que sur elle-même. Ce qui fait que pour avoir un problème de sécurité, il faut que quelqu'un de l'intérieur rentre et puisse... Cela reste, entre autres, une menace probable. Oui, mais c'est une menace qu'en interne. C'est-à-dire que, on va dire, c'est quelqu'un qui voulait bidouiller, mais ce n'est pas de l'extérieur vers le système. Merci beaucoup, la trahison existe. Monsieur Fulgence, vous gérez les ressources numériques, et je pense, en abordant dans le sens de monsieur Véron tout à l'heure, l'autre facette de la question, c'est de regarder les questions de régulation des ressources et leur gouvernance. Je vois par là la question de gouvernance des data. Est-ce qu'il y a une vision ou une stratégie qui va dans ce sens en RDC ou dans ce que vous faites au quotidien? Oui, il faut tenir compte du fait qu'en Afrique et dans beaucoup de pays du monde, l'opérateur public doit être le socle de l'intranet de tous les services gouvernementaux. Donc partant de là, les infrastructures de télécommunication, les infrastructures de support telles que les data centers doivent être suivies et s'assurer qu'ils respectent les normes. Beaucoup de pays africains ont eu à rapatrier leur registre national Internet. .cg ici, .cd en RDC. Et lorsque ça s'est fait, ça ne s'est pas nécessairement fait dans un contexte de sécurité optimale. C'est pour ça que pendant les 3-4 dernières années, il y a parfois eu des interruptions de services qui étaient liées à des déficiences des infrastructures, mais parfois aussi par rapport à des attaques. Donc, il faut sécuriser. Ça ne sert à rien de faire revenir le .cd si présidence.cd peut être facilement attaqué à partir du registre parce que la structure sur laquelle il est hébergé
et déficiente. Tous les services aux citoyens, je vais prendre par exemple le travail que je fais au niveau du ministère des Affaires foncières avec la numérisation du cadastre, les serveurs doivent être hébergés dans des data centers souveraines. Ça veut dire soit ceux du gouvernement que le gouvernement va construire, soit ceux de l'opérateur public. Sans doute une combinaison des deux. Donc, depuis quelques mois, la RPTC, donc le régulateur en RDC, s'est impliqué pour suivre tous les travaux de data center ou de construction des infrastructures de télécommunications de l'opérateur public pour l'obliger à faire certifier en termes de normes de construction, mais aussi en termes de cybersécurité. Merci. Merci beaucoup. Quand vous parlez des data centers, justement, on a un des membres sur le panel qui vient tout récemment de mettre en place un data center et je pense que c'est quelque chose de très bien, mais en même temps, à vous entendre parler, les questions de confiance se posent. Comment pensez-vous réellement inciter, garantir la confiance des utilisateurs à venir vers votre plateforme pour, votre data center pour les questions d'hébergement ou usage de votre plateforme? Nous n'avons pas vocation simplement à attirer des personnes à venir installer leur serveur. Je pense que les questions de sécurité sont des questions qui sont vérifiables. Aujourd'hui, nous conservons des données que nous pouvons classer sensibles et la notion de sécuriser ces données n'attendra pas forcément les futurs clients ou les futures personnes qui viendront héberger. Les conditions de sécurité liées à des data centers de type tier 2, tier 3 sont connues. Donc nous référons à ce qui est mis dans les normes, à ce qui se trouve dans les normes internationales concernant non seulement la confection, la mise en place, la construction de ces data centers, mais y compris aussi la sécurité. Dans un data center, il y a plusieurs aspects sécuritaires et nous ne parlons pas seulement de la sécurité des données telles quelles. Il y a la sécurité physique du data center, il y a la sécurité informatique, il y a tout ce qui est aussi bien l'aspect des agents de sécurité qui se fait suivre par la sécurité logicielle et la sécurité des données. Les données entre différentes personnes qui viennent déposer les données. Il ne faut pas que deux clients, parce que se retrouvent dans le même data center, soient capables d'échanger des données en interne sans avoir les différentes autorisations. Donc il y a tous ces aspects sécuritaires pour garantir non seulement les données des personnes qui viennent déposer dans le data center, mais nos propres données qui figurent aussi dans ce data center. Oui, merci beaucoup. La question sur les data centers, vous avez entièrement raison, M. le DG, de dire que les normes existent et que les questions, c'est juste une question de conformité qui vont se suivre. Maintenant, il y en a tous les aspects liés à la connectivité qui, forcément, une fois que les données sont mises quelque part, il faut bien que les gens aient les moyens d'y accéder. Monsieur le DG Sénécom, aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'on a une seule entrée au Congo pour Internet, je veux dire pour la fibre. La sécurité aussi, c'est des questions de redondance. Quelle assurance, quel espoir pouvez-vous nous donner demain pour nous dire qu'on ne va plus avoir un requin méchant qui va passer de l'autre côté, nous faire le cap comme ça a été il y a quelques mois? Ouais. Non, et vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas que la sécurité se fasse au détriment de la redondance ou vice-versa. En réalité, les deux notions sont conciliables. C'est une question de design et de périmètre. Nous pouvons aujourd'hui concevoir des réseaux maillés qui sont parfaitement fiables, qui ont plusieurs voies redondantes de sortie et d'interconnexion avec d'autres câbles sous-marins, par satellite, avec des pays voisins par des routes en fibre africaines, comme le CAB vers le Gabon, le CAB vers le Cameroun dans la RCA. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité des données, à ce moment-là, il faut plus
se rapprocher de l'aspect du data center, c'est-à-dire que l'Internet représente ce qu'on appelle généralement l'extérieur. C'est vraiment le niveau de confiance le plus bas que l'on puisse attribuer à une zone. Quand on vient de l'Internet, c'est par là que passent, entre guillemets, tous les voyous, en tout cas, qu'arrivent toutes les cyberattaques. Maintenant, une fois que vous rentrez de l'Internet, par quelque fois que ce soit d'ailleurs, hein, que ce soit par le câble wax ici à Pointe-Noire, par Matonly, que ce soit par l'un des opérateurs satellites ou l'une des interconnexions transfrontalières qui existent au pays, vous arrivez donc sur l'intranet, par exemple, d'une société. Bon, à ce moment-là, on définit un autre périmètre. Cette société va avoir bien sûr son propre accès à Internet, mais on va installer un équipement qui s'appelle un firewall. À l'intérieur ensuite de la société, vous avez ce qu'on appelle la classification des données. Vous pouvez classifier des données du domaine public, des données confidentielles et des données véritablement sensibles, voire top secret. Les forces de l'ordre qui sont ici dans la pièce connaissent et utilisent ces notions quotidiennement. Tout ça est bien connu, mais à chaque périmètre, les mesures de sécurité à mettre en place spécifiques qui doivent être designées dès le départ pour ce périmètre. Et donc c'est vraiment déjà bien d'identifier tous ces périmètres, de faire la classification des différentes zones et ensuite de mettre la sécurité en place dès le départ. Facteur indispensable pour la transformation numérique, durable et efficace. Monsieur Véron, je pense que votre chaîne émet beaucoup en ligne, sauf si je me trompe, mais pensez-vous que notre écosystème aujourd'hui permet vraiment l'éclosion des médias en ligne tels qu'on le voit naître ailleurs? Moi, je pense que tous les écosystèmes permettent la création des médias en ligne, parce qu'un média en ligne a besoin de contenu, a besoin d'interface, un site web ou via des médias sociaux, mais aussi du personnel formé pour. Et moi, je crois qu'au Congo, nous avons beaucoup de personnel formé pour la gestion de médias en ligne. Nous avons beaucoup de personnes formées pour l'alimentation, par exemple, du contenu en ligne. Et nous avons aussi beaucoup de gens connectés. Vous savez, la chose la plus importante pour avoir quoi que ce soit en ligne, c'est d'abord l'audience. Est-ce qu'il y a un bon taux de pénétration? Est-ce qu'il y a un bon taux de retour sur le site, sur ces terminaux-là? Et au Congo, nous avons pratiquement 100% de la population qui a un téléphone portable. Et quand on voit les audiences aujourd'hui d'un média comme le nôtre qui peut paraître grand, mais n'oublions pas que le Congo c'est 6 millions d'habitants, donc finalement ça représente un petit média. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, mais moi je pense que quand on parle de transformation du numérique, quand on parle de notre thème, on ne parle pas que de médias, c'est quelque chose de transversal qui touche tous les secteurs. Aujourd'hui nous avons la chance, on ne peut pas appeler ça de la chance, de vivre dans un monde post-Covid. La Covid, moi je préfère dire le Covid est venu comme une bénédiction parce que ça a permis d'accélérer la transformation numérique. Et cette transformation numérique ne consiste pas seulement à avoir un ordinateur pour se connecter sur Zoom, ne consiste pas seulement, il y a une image sur laquelle qui m'a fait rire hier, c'est d'avoir quelqu'un qui est en train de dormir à côté d'un mannequin qui l'a mis sur Zoom. Non, ce n'est pas cela. Cette transformation numérique, c'est d'abord, dans le fond, avoir une culture de la cybersécurité. Je préfère rebondir sur ce sujet-là. Il faut qu'on ait une culture de la cybersécurité. Cette culture ne consiste pas seulement à installer des serveurs, et mettre des antivirus, et mettre tous les outils comme les firewalls et tout pour faire tourner les services. Mais la culture numérique, c'est au-delà des utilisateurs, c'est au-delà des systèmes, mais c'est une politique à mettre en place. Et moi, je pense que le point le plus important pour moi sur ce panel, c'est de dire que nous devons avoir une vraie culture de cybersécurité pour permettre à ce que le data center qu'a déjà construit l'ARPSE et que l'autre qui est en train de construire à Pointe-Noire puisse permettre à ce que les gens puissent avoir la confiance en l'infrastructure, mais aussi la confiance aux services qui vont passer par là, parce que si une banque ou si les services de douane
besoin d'essayer d'héberger leurs données là-bas. Il faut qu'eux, ils puissent être en confiance sur leurs données. Il faut aussi que la RPCE puisse donner tous les gages pour que ils viennent installer leurs services là. Donc moi, je pense qu'au-delà du numérique, au-delà des médias numériques, moi, je pense que ce thème devrait revenir sur le fait que nous subissons une accélération du numérique depuis 2020 à cause de la Covid, mais aussi de voir comment ça peut rentrer dans les administrations, peut rentrer dans les entreprises, au-delà des médias. Mais nous, merci beaucoup, Monsieur Ferrand. Vous avez évoqué la question de la confiance et en même temps cette célérité, peut-être pas on va peut-être évoquer, au lieu de dire transformation, ça devient une célérité du numérique, comment ça transforme notre environnement, Monsieur Fulgence. Mais aujourd'hui, est-ce que nos infras sont réellement compétitifs face aux infras ailleurs? On parle data center et autres, c'est bien. Mais entre le choix d'aller sur OVH et héberger dans un data center en local, parfois, la question des coûts reste un choix clair. C'est intéressant que vous citiez OVH. En exemple. Parce que c'est une entreprise qui est intéressée à rapprocher ses data centers en Afrique par rapport à ce que va faire, par exemple, l'opérateur public de la RDC. Pourquoi? Parce que c'est un marché intéressant pour lui. S'il remet des data centers, par exemple, en RDC, il accède à 10 pays simultanément. D'ici 2024, actuellement, la RDC a plus de 3600 km de fibre optique. Et ça ne prend à peine que un tiers des besoins par rapport au territoire. D'ici 2 à 3 ans, il y aura 5 à 6 000 km qui seront faits. Ça ne couvrira pas tous les besoins, mais ça permettra de faire le tour du pays. Dès qu'on fait le tour du pays, on interconnecte les 9 voisins. Et avec ces 9 voisins, il y en a 6. Le Congo-Brazza, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda et l'Ouganda, sur lesquels on se connecte, qui seront des liens de redondance. Donc il faut absolument la notion de coopération entre tous ces pays pour s'assurer qu'on a le même niveau de loi, pour que lorsque l'Ouganda ou le Rwanda prend un backup, il disposera de 5 backups en passant par la RDC, que ça ne constitue pas un risque de cybersécurité pour lui. Que lorsque le Congo-Brazza veut alimenter le nord du Congo en passant par la fibre sur le fleuve de la RDC et le réinjecte au nord du Congo-Brazza, ça ne constitue pas un risque de sécurité. Ma question, on finit là. Oui. On a des infrastructures qui existent ailleurs, qui restent commercialement très bon gré. On est en train d'en construire aussi chez nous. Mais comment on l'équilibre? Pourquoi un étudiant va préférer héberger ses serveurs chez vous au lieu d'aller chez OVH ou aller chez Amazon? Parce que Amazon, OVH, Google, etc. vont mettre leurs serveurs en Afrique pour aller chercher cette clientèle. Et eux, ils mettent des exigences de qualité. Facebook est déjà en Afrique centrale et il met des exigences de qualité sur les infrastructures qu'il subventionne ou sur lesquelles il veut se greffer pour mettre ses propres infrastructures. Et donc, c'est ça qui va pousser la qualité. Mais nous devons nous impliquer pour que ce ne soit pas, ne soyons pas pris en otage par ces majors qui vont être les principaux utilisateurs de nos infrastructures. Nous devons être les principaux utilisateurs de nos infrastructures, tout en les hébergeant eux et en contrôlant ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je pense qu'il y a 3 facteurs qui peuvent pousser les gens à choisir d'héberger leurs données en local. Le premier facteur, c'est la disponibilité du service. Pendant qu'on n'a pas d'électricité. Le deuxième facteur, c'est le coût du service. Et le troisième facteur le plus important pour moi, c'est le temps de réponse. Moi, je pense que nous n'avons même pas intérêt à se dire qu'on va créer des infrastructures pour que Google, Facebook viennent installer ces supports ici. Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas viser le mainstream, le marché en gros. Ce marché,
n'est pas intéressant pour un pays comme le Congo. On ne crée pas un data center pour héberger les mêmes types de contenus que Amazon voudrait héberger. Nous, on doit se spécialiser parce que moi, je pense qu'on doit plutôt miser sur des clouds souverains, sur des data centers qui vont héberger des données dans le principe de cloud souverain, comme on a vu en France, plutôt que de chercher à avoir des services comme Netflix. Non, ça ne passerait pas. Monsieur Sapala, est-ce que vous partagez cet avis? Beaucoup de choses ont été dites et qui sont certainement vraies. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en compte pour cette question de data center, de confiance. Il y a déjà, je reviendrai sur le premier point qui est le sujet de ce panel, il y a déjà l'éducation sur une culture numérique. En fonction de l'éducation sur une culture numérique, nous pouvons acquérir des connaissances afin de faire un choix qui s'adapte à nos besoins. Si on décide d'aller héberger chez OVH, on décide d'aller mettre de l'autre côté. Bon, je vais parler, il y a des forces de sécurité, je suis bien ravi qu'ils soient là. Il ne faut pas se tromper que lorsqu'on met un contenu sur OVH, on est totalement sécurité. Hein. Il faut. Le détroit de Gibraltar est aujourd'hui surveillé par toutes les nations. Ce n'est pas parce qu'il est petit, non. Parce que c'est par là que passent toutes les fibres optiques qui vont de l'Europe, de l'Amérique vers l'Asie. Alors, on a compris que mettre un câble ne suffisait pas parce qu'on peut descendre sous l'eau pour aller faire des écoutes directement sur le câble. Donc, lorsqu'on décide d'aller mettre nos données au VH, il faut qu'on soit conscient de tout le flot de points de connexion, d'interconnexion qu'on traverse. Il existe dans certains pays que je ne citerai pas ici, l'obligation de tout data center, de toute entreprise opérant dans les communications électroniques, d'ouvrir un accès spécialisé à ce gouvernement. Donc, en fonction des besoins, de la sensibilité des données qu'on veut héberger dans un data center, je rejoindrai ce que M. Véron vient de dire, peut-être dans certains cas, il est beaucoup plus appréciable de les sauvegarder en local que d'aller à l'étranger. Tout dépend de la qualité des données. Et puis derrière, on a déjà parlé de tout ce qui fait, tout ce qui accompagne les normes internationales de la construction de data center. Lorsque nous parlons déjà d'un tier 2 ou d'un tier 3, c'est un data center qui a une obligation d'être en énergie H24. Donc on doit derrière se prémunir des aléas de l'entreprise de distribution d'électricité. Merci. Pendant que vous parlez, ça fredonnait dans mon oreille, M. Gaëtan n'était pas vraiment d'accord avec vous. Je ne sais pas si c'est moi qui entends des ultrasons. Non, je suis désolé, c'est vous, parfait. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec le DG de la régulation. J'aimerais revenir juste sur le mot que j'ai entendu tout à l'heure et qui m'a beaucoup plu, c'est le mot de la confiance. Aujourd'hui, pour durablement ancrer la transformation numérique ici en Afrique, on a besoin de cette confiance. Et cette confiance, on peut l'obtenir en allant chercher les meilleures normes qui ont été déjà pensées, imaginées, réglées, normées par pratiquement les États du monde. Monsieur Sakala parle ici de data center tier 2, tier 3, ce sont des normes bien connues aujourd'hui et que l'on adopte. On ne va pas réinventer la roue, nous Africains, on va plutôt aller chercher un tier 3 et on va implémenter exactement ce qui se fait. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de s'épuiser à essayer de faire mieux à ce stade. J'en profiterai pour aller un petit peu plus loin. J'ai eu la chance de travailler sur de gros projets de transformation européens, notamment les programmes du Schengen Information Service 6 et 6.2, qui régissent tous les accès-sorties de l'espace Schengen en Europe, mais également sur la biométrie pour Europol, donc des programmes et pas des moindres, ainsi qu'un passage au Conseil européen. Tous ces organismes sont dotés de ce qu'on appelle une PKI, donc une Public Infrastructure, pour garantir la chaîne de confiance de bout en bout, depuis l'organisme certificateur, le certificat route, jusque vos cartes d'identité avec des puces numériques qui permettent la vérification automatique de la chaîne de confiance. Merci beaucoup. Donc, je voulais revenir sur un point, M. Parfait, que je pense qui est important et sur lequel je crois que nous nous éloignons. Nous parlons ici d'un panel sur la cybersécurité, c'est bien l'objet de ce séminaire, de conférence qu'il a organisé.
Monsieur Véron vous l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas parler de cybersécurité devant des personnes ou devant une nation qui n'a pas de culture du numérique. Il faut commencer par la culture du numérique. Les entreprises et même les administrations veulent aller dans le numérique, mais n'ont pas préparé des personnes vers une culture du numérique. Il y a d'abord ce premier travail à faire, et lorsque, dans la préparation des personnes vers une culture du numérique au travers de toutes ces plateformes comme celle d'aujourd'hui, les questions sur la sécurité de cette culture sont traitées. Et au travers de cette culture sur la sécurité, naît la confiance. C'est au fur et à mesure que j'apprendrai que voici ce qui est mis en place pour ma sécurité, quand lorsque je balance, je vais le d'un côté ou d'un autre, que je pourrai choisir avec confiance où je mets les données, comment je les traite, comment je les gère, parce que je deviens une cible, non pas seulement pour ceux qui habitent au Congo, comme avant, mais je deviens une cible pour le monde entier et tous les problèmes que cela peut apporter de la Chine. Nous sommes, la RSE par exemple, nous enregistrons pas moins de 600 attaques mensuelles sur nos serveurs, sur notre site et sur tout ce que nous hébergeons. Mais cette culture emmène que les employés, les travailleurs, tous ceux qui sont chez nous, doivent adopter une culture du numérique. Il y a des habitudes qu'on ne fait pas. Parce que nous sommes aujourd'hui les cibles, non pas au Congo, mais dans tout le monde entier. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre panel. Ma question s'adresse en même temps au DG du Silicon Connect et en même temps à M. Marc Sakal. Alors, les récentes études ont démontré que la France, à elle seule, toute la France, a plus de data centers que toute l'Afrique. Et toute l'Afrique réunie, bien sûr. Et deux pays se démarquent, donc deux pays se taillent la part du lion, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et l'une des raisons qui montre le retard que l'Afrique accuse sur la gestion des données, notamment dans la construction des data centers, se trouve la mauvaise, on va dire les problèmes de livraison de la fibre optique. Alors, donc ma question est de savoir comment est-ce que, par exemple, une entreprise comme Silicon Connect entend pallier à ce problème pour permettre au Congo de rattraper un temps soit peu ce retard. J'aimerais savoir quelle est exactement la vocation de l'ARPC. Moi, je pense que c'est une agence de régulation. Est-ce que, dans la vocation de l'ARPC, est-ce qu'on pense que l'ARPC peut construire ou permettre en place des data centers qui peuvent commercialiser? Oui. Est-ce qu'ils ne vont pas hors de leur vocation comme régulateur ou comme ici? Merci. Je réponds donc d'abord à la deuxième question. Effectivement, la RPCE a un rôle de régulateur, de régulant. Nous sommes soumis à des lois, mais nous avons pour vocation de ne pas être égoïstes. Donc lorsque nous construisons un data center, nous ne pensons pas qu'à nous. Nous pensons au bienfait du pays. Et sur les aspects commercialisation, si cela doit arriver, ça sera un aspect totalement différent de notre métier de régulation et qui sera certainement cédé à une entreprise tierce qui va gérer ces aspects. Mais nous construisons avec la vision de permettre non pas seulement d'aller héberger des données auprès des opérateurs privés, parce que nous sommes l'État, et nous avons déjà des textes de loi qui nous emmènent à être organes de certification de l'État. Donc nous avons beaucoup de données étatiques que nous conservons et nous créons des data centers avec de plus grands espaces pour permettre à d'autres administrations, ou même à des privés qui ont besoin de stocker des données, de venir. Après, cela ne nous défocalise pas de notre aspect de régulation, car l'aspect de commercialisation n'est pas totalement géré par nous. Ce n'est pas de notre vocation en tant qu'RPCE. Et là, je vous rejoins. Tout dépend de la sensibilité des données. La sensibilité des données. Pourquoi? Parce qu'il y a cette vocation de souveraineté. Il y a des administrations, comme les forces de sécurité, des administrations publiques, qui n'ont aucune raison d'aller héberger des données
à l'extérieur si le pays peut avoir un data center. C'est une question de souveraineté. Et je n'arrête pas de le dire, même les data centers les plus élevés peuvent être victimes de hacking. Les entreprises les plus puissantes, les plus fortes peuvent être victimes de différentes attaques. Alors, on est quand même mieux servi. Par nous-mêmes, on peut stocker des informations à condition aussi de s'y connaître, de savoir comment préserver ces informations et les garder en local pour une question de souveraineté nationale. Ça, c'est un peu, mais non, après, je ne sais pas dans d'autres pays de la sous-région s'il y a une obligation de le faire, mais je pense que certaines entités, certaines branches de l'État devraient être contraintes de stocker leurs données en local. Vous ne verrez jamais le gouvernement chinois aller stocker ces données COVH, ils vont stocker en local. Et les autres pays développés ne le font pas. Pourquoi nous devons le faire? Nous devons plutôt aspirer à construire des data centers de manière souveraine afin d'emmener nos entités, nos administrations, nos entités sensibles à sauvegarder des données en local et à garantir nous-mêmes notre sécurité. En ce qui concerne la problématique de l'accès à l'Internet ici en République du Congo, c'est vrai que le seul câble sous-marin qui existe aujourd'hui, c'est le câble WAX. Il existe, comme j'en ai fait allusion tout à l'heure, d'autres voies de sortie. En tout cas, à la fois Silicon Connect et les autres opérateurs dans ce pays ont vocation à interconnecter leur réseau, non seulement entre eux, ce qui est déjà largement fait aujourd'hui, mais également avec nos pays voisins. J'ai cité le Gabon, j'ai cité le Cameroun, la RCA, l'Angola, le Capita, et bien sûr la RDC. Aujourd'hui, toutes ces interconnexions transfrontalières sont déjà planifiées et certaines existent même déjà. Donc en réalité, aujourd'hui, le réseau est maillé et est amené à l'être encore plus de façon à offrir au pays une véritable redondance en ce qui concerne les accès à l'information. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de notre panel. Mesdames et messieurs, merci et sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, le plaisir était le nôtre de vous accueillir en ce lieu, Centre international de conférence de Kitele, dans le cadre de la première édition du forum Brazza Cyber Security, première plateforme privilégiée d'échanges sur le risque cyber en Afrique, organisée par la société Skytech Congo. Cet événement a donné rendez-vous aux décideurs, chefs d'entreprise et acteurs de la cybersécurité qui, véritablement, jouent un rôle de facilitateur en fournissant des informations et des solutions concrètes en matière de cybersécurité, de protection de données, d'émergence technologique, de transformation digitale et de la souveraineté des données des États au profit des décideurs, des acteurs et utilisateurs. Il s'agissait pendant 2 jours de sensibiliser les utilisateurs des nouvelles technologies sur la protection des données individuelles, de promouvoir la culture de la cybersécurité en Afrique centrale en général et au Congo en particulier, d'identifier les faiblesses techniques des systèmes d'information des États, des entreprises, afin de poser les bases pratiques d'une gouvernance numérique sécurisée pour les pouvoirs publics et les particuliers. Avant toute chose, je remercie notre sponsor officiel Silicon Connect et tous nos sponsors. Bonjour à tout le monde. Je vais juste appeler aussi mes 2 acolytes, Youssef et Sanson Châtier. Je vais vous prendre juste 7 minutes ou un peu moins. Pendant ces 2 jours, il s'est passé énormément de choses. Et surtout aujourd'hui, il y avait un peu le Hacking Challenge. De ça, il est sorti énormément de choses, dont un des jeunes ce matin qui m'a interpellé en disant ok, c'est très très bien, vous êtes venu, vous avez montré beaucoup de choses. Vous avez même mis des étoiles dans les yeux, mais c'est honnête. Ce message-là m'a beaucoup touché, sachant qu'aujourd'hui que la formation, la transmission, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc là, je vais jeter un énorme pavé dans la mare. Ça va faire un tout petit peu mal, mais c'est pas grave. Pendant ces 2 jours, j'imagine que vous avez vraiment parlé de beaucoup de choses, aussi bien avec les ministres, des propositions et autres. Mais concrètement, c'est quoi la suite pour les jeunes? Sachant que vos jeunes, ici au Congo, ce va être eux demain qui vont travailler dans vos entreprises, au sein des différents ministères, dans le gouvernement. Du coup, comment on essaie vraiment de les garder
d'éviser cette fameuse fuite des cerveaux. Pour des personnes comme moi, comme Samson, comme Youssef, comme Adama aussi qui est dans la salle, on a déjà énormément de choses et c'est parfois un peu compliqué. Et donc si on n'a pas votre soutien, votre travail, surtout là je parle un peu aux décideurs qui sont là, pour un peu, on va dire, commencer à réfléchir de manière concrète comment mettre en place ça, ça va être assez compliqué d'ici 2022, 2023, 2024, se dire ok, aujourd'hui on a plein de postes qu'on va ouvrir, soit dans des SOC, là je vois aussi énormément de militaires, de gendarmes dans la salle. Demain, comment vous allez un peu continuer à vous former, continuer en fait à récupérer des jeunes qui pourront vous aider. Donc vraiment penser à ça. Et donc sans plus tarder, il y a eu un peu le Hacking Challenge. Donc le Hacking Challenge, le but c'était vraiment d'avoir différents domaines dans la cybersécurité en partant du reverse, du coup de la rétroconception, l'analyse un peu d'une capture réseau. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses. Et donc à la suite de ça, sans plus tarder, il y a eu 3 vainqueurs. J'avais prévu d'afficher une petite photo derrière, mais on n'a pas eu le temps. Donc là, je vais appeler les 3e par ordre d'apparition dans le classement. Donc les 3e, ça va être l'équipe zombie. Donc je ne sais pas si l'équipe zombie est là, histoire quand même que vous puissiez un tout petit peu voir quels sont ces gens. Messieurs, vous pouvez venir, vous pouvez les applaudir. Et donc pour l'équipe zombie, les 3e, ils vont avoir une visite de l'ARPCE. Donc pendant toute une journée, ils vont aller un peu découvrir les différentes installations. Donc bravo à vous, messieurs. Sans plus attendre, je vais appeler les 2e de cette compétition qui est Cyber Expert. Messieurs aussi, si vous êtes dans la salle, vous pouvez vous amener. On peut aussi les applaudir. Et donc pour les 2e, pour une fois, moi je ne vais pas du tout faire de protocole, sauf pour les premiers. Pour les 2e, c'est monsieur Arnaud ici présent. Monsieur Arnaud, ça fait bizarre de t'appeler monsieur Arnaud. C'est Arnaud ici présent qui va vous offrir un stage rémunéré de 3 mois et un ordinateur. Et pour la première équipe, je vais demander à Gaëtan de me rejoindre. Et je vais surtout appeler, bravo à vous messieurs, la première équipe qui remporte la première édition du Brazza CTF, les Spectre Hackers. S'il vous plaît, sous les applaudissements. Du coup, Gaëtan, je vais te laisser dire ce que tu leur offres comme premier prix pour ces messieurs. Alors c'est juste une partie du prix, mais on offre une tablette Samsung à chacun des vainqueurs. Merci beaucoup. Et là, normalement, c'est la fin, mais non. De manière générale, en cybersécurité, il y a très peu de femmes. Et encore ici, on voulait mettre à l'honneur une équipe constituée exclusivement de femmes, et vraiment les mettre à l'honneur, et déjà pour les encourager. Donc je vais demander à l'équipe WIN, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, et vraiment les applaudir très fort. Allez-y, vous pouvez vraiment monter, c'est vous vraiment les stars de ce Hacking Challenge. Bravo. Et bravo à vous, mesdames. Et d'ailleurs, là, par contre, forcément, il va aussi avoir un lot. Je ne sais pas si c'est le meilleur lot ou le plus pourri. Donc, vous allez remporter déjà des vouchers sur la plateforme de hacking, une des hacking les plus réputées au monde, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Hack the Box. Mais c'est pas tout, du coup vous allez un peu avoir du coaching spécifique avec le type de hacking Expresso, donc une des meilleurs types de hacking en France dont Chelsea et moi-même on fait partie. Donc voilà, vous allez un peu avoir du coup du coaching spécifique. Bien joué encore à vous et donc là on peut prendre la fin de la première édition du Forum Brazza Cybersecurity. En tant que coordonnatrice générale de ce forum et au nom de toute l'équipe, je vous dis encore merci. Un merci particulier justement à l'endroit de cette belle équipe de jeunes motivés, acharnés, talentueux. Il y a des héros dans l'ombre que j'ai eu l'honneur de coordonner. Merci pour votre dévouement. Nous avons ensemble blanchi des nuits et voici les résultats de ce sacrifice.
Merci, vous êtes magnifiques, les gars. Merci à toutes nos délégations qui ont fait le déplacement et à vous, chers participants, d'avoir été parmi nous durant ces 2 jours. Rendez-vous, s'il plaît à Dieu, à la 2e édition du Forum Brasa Cybersécurité. Au revoir.